Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet d'associés. Parlons un peu domaine public mobilier ensemble. Alors, vous allez me dire, mais en général, c'est immobilier le domaine public. Non, il y a aussi des biens meubles et ce, au terme d'une longue histoire doctrinale jurisprudentielle dont force nous sera de faire l'économie aujourd'hui. Il y a évidemment des critères spécifiques parce que les critères classiques du domaine public ne s'appliquent pas bien à ce que sont en pratique ces biens du domaine public mobilier que sont des œuvres d'art, des archives, quelques biens spécifiques comme celui de la constitution civile du clergé, on va en reparler, ou des biens aujourd'hui mobiliers mais arrachés au domaine public immobilier. Une statue a été arrachée à une église sur du fronton ou d'un jubilé d'une église par exemple. L'article L 2112-1 du CG3P, Code général des propriétés du domaine public, est aujourd'hui l'article de référence là-dessus, avec l'applicabilité des règles d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité propres au domaine public. Sur la constitutionnalité de ce régime et un certain nombre d'autres éléments, voici quelques références. Reste qu'il y a une assez grande difficulté parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont de toute bonne foi des œuvres d'art par exemple, ou des archives depuis fort longtemps, ou des communes qui ont une œuvre d'art qu'ils croient pouvoir vendre parce que c'est la grille d'une école désaffectée ou que sais-je encore, et tout d'un coup on dit non, c'est du domaine public. Et ce n'est pas si évident que ça en pratique. Citons quelques exemples. Premier exemple, un fragment de la cathédrale de Chartres, dit le fragment à l'Aigle, semble avoir été volé de l'église, de la cathédrale, à une date postérieure au concordat de 1801, avec un intérêt indéniable. Eh bien, ça suffit à ce que ce bien, même devenu mobilier, relève du domaine public et soit inaliénable aux grandes dames de la galerie d'art qui voulaient profiter de ce très ancien recel. Reste à savoir si cette condition de l'intérêt historique et artistique, qui est un des critères de l'œuvre d'art conduisant à la qualification de domaine public mobilier, s'ajoute pour qu'il y ait domanialité publique ou si un seul des deux critères suffisait. Et cette affaire a connu un épilogue devant la Cour de cassation, 19 février 2019. Alors est-ce que ces deux critères sont alternatifs ou cumulatifs? On va en parler dans quelques minutes. Mais abordons maintenant un deuxième exemple. Le Conseil d'État a eu à se prononcer sur une question de pure procédure, mais qui soulevait aussi la question de l'inaliénabilité d'un manuscrit qu'une famille avait depuis 1825. Et on n'était même pas sûr que ce n'était pas une copie. Troisième exemple, en 1813, une famille a la propriété d'une statuette médiévale. Mais celle-ci représente un moine pleurant, superbe au demeurant, et qui provient du tombeau de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui appartenait donc à l'État. Les siècles passent, la statuette reste dans la famille, puis on finit par vouloir vendre les bijoux qu'on croit être de famille, on demande un certificat d'exportation et niet. Non seulement le ministre dit non, mais dit tu vas rire, mais c'est à moi, ce magnifique moine pleurant. Et donc le Conseil d'État a donné raison au ministre au terme d'un arrêt dont l'intérêt principal consiste dans l'analyse de la prescription acquisitive prévue par la constitution civile du clergé, pour lequel il y a un arrêt plus récent que j'évoquerai après. 4. Un bien mobilier dont une personne publique est propriétaire appartient à son domaine public lorsqu'il présente un intérêt artistique. Or, on avait des anciens lustres, des appliques de l'Opéra de Rouen, œuvre donc de Gilbert Poelrat. Le conseil municipal dit moi je sais bien, je vais les vendre. Eh ben non. Pas sans déclassement parce que c'est du domaine public. Ces exemples sont un peu divers, ne correspondent pas toujours aux mêmes catégories juridiques, mais ils sont juxtaposés ici pour illustrer la grande complexité de ces questions et l'incertitude qui, en réalité, sur le terrain, pèse parfois sur la propriété d'une part et la domanialité d'autre part pour ce domaine public culturel mobilier. Avec deux décisions importantes du Conseil d'État qui vont maintenant nous retenir un petit peu pour affiner le propos. Conseil d'État 21 juin 2018, Société Pierre Berger, et Conseil d'État 22 juillet 2022, une affaire 458-590. Donc, on avait un manuscrit de la fin du XVe siècle, comportant un texte attribué à saint Thomas d'Aquin, et qui a été acquis aux enchères en 1901. Conservé dans une famille, très bien, 90 ans après, il y a un débat sur une restitution de ce bien qui, entre-temps, avait été conservé aux archives départementales, mais appartenait à monsieur A. Bien.
Une maison de vente, donc mandataire de Monsieur A, demande la possibilité d'exporter ce bien. Refus parce que le ministre dit non, 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 c'est du domaine public. Et là, on se dit ah, il semblerait que peut-être cela avait été dans une bibliothèque d'une chartreuse lors de l'intervention du décret sur la constitution civile du clergé. Ah! Et c'est là qu'on a un truc intéressant déjà sur cette constitution civile du clergé, c'est qu'on a enfin, de la part du Conseil d'État, un mode d'emploi très clairement favorable à l'inclusion dans la domanialité publique, puisque quand on a eu la constitution civile du clergé, les biens religieux ont été intégrés au patrimoine national, mais on a prévu une prescription acquisitive pour les détenteurs d'une portion de ces domaines, avec une prescription donc de 40 ans, et des aliénations en pleine propriété, qui ont été prévues par ce texte si on avait en ce sens un décret formel du corps législatif. Quand on regarde le décret de 1790, article 36, très clairement ces critères sont alternatifs. Je peux avoir un repassage, si vous voulez, vers le privé, sauf vente en bonne et due forme, bien évidemment, soit parce que j'ai une aliénation qui a été faite avec un décret formel du corps législatif sanctionné par le roi, très bien, soit si j'ai une prescription acquisitive de 40 ans. Faisant prévaloir l'intérêt général ou une vision très large de l'inaliénabilité et imprescriptibilité du domaine public sur ce texte, le Conseil d'État nous a dit, donc dans l'arrêt Société Pierre Berger de 2018, non, 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 ces critères sont cumulatif, le « ou » est remplacé par un « et ». En gros, il faut trouver le décret formel de vente et en plus les 40 ans. En plus, dans le concept même, hein, j'ai vendu ou je l'ai acquis, j'ai pas de trace, mais j'ai 40 ans. Même intellectuellement, on voit bien que ces critères, en réalité, ont été conçus pour être alternatifs. Mais par créativité jurisprudentielle, ou si on veut être généreux avec les juges du Palais Royal, on peut dire qu'ils ont voulu faire prévaloir, je sais pas, l'édit de Moulins par exemple sur ce texte, et donc ces critères sont devenus cumulatifs. Ce qui nous conduit à une autre question qui a donné lieu à l'arrêt de 2022. Bah d'accord, mais moi j'avais un bien, je le perds. Alors dans l'exemple de l'arrêt Société Pierre Berger, c'est un bien mobilier en lien avec ce droit de la constitution civile du clergé, mais ça peut être, voir les autres exemples qu'on a cités, d'autres cadres, d'autres illustrations de domanialité publique, il y a aussi le régime des archives. Hein. Et là, quelle est l'indemnisation due au détenteur de bonne foi d'un bien de ce domaine public mobilier? Alors, pour résumer à grands traits la décision de 2002 qui est assez complexe, on va retenir les idées simples suivantes. 1. Une indemnisation est possible, mais on va distinguer. Est-ce qu'il y a une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ou non? Donc ça, c'est le premier élément. Il y aura une indemnisation pour un détenteur de bonne foi avec une distinction qui est faite selon qu'il y a une charge spéciale exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ou non. Ce qui nécessite, et là, on dépasserait le cadre de la présente vidéo s'il fallait décortiquer tout ceci, mais on a vraiment une différence importante d'indemnisation sur ce point. Deuxième élément, même lorsqu'on n'est pas dans la charge spéciale exorbitante hors de proportion, il y a quand même indemnisation, moins bonne, mais indemnisation, mais uniquement pour les dépenses relatives à la conservation du bien et d'éventuels dommages en cas de faute de l'administration. Alors que dans l'autre hypothèse, on a un truc qui se rapproche un petit peu plus d'un rachat du bien. Mais de toute manière, ça reste des indemnisations chiches au regard de la réalité du préjudice financier subi et de ce qu'aurait pu être une vente, notamment internationale, de ces œuvres d'art. Et deuxième chose, on a une indemnisation qui reste modulée selon qu'il y a privation de propriété ou simple privation de jouissance. Donc ça dépend aussi des droits que l'on avait notamment sur ce bien. Je vous mets ici, pour la fin de l'histoire de Monsieur A, plus de détails pour que vous voyez un petit peu comment tout ceci a pu se passer pour ce brave homme in fine. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, à bientôt, au revoir.